Bonjour à tous, bienvenue dans Voir loin, le nouveau format d'Horizon dans les Hauts-de-France. Ce format prendra deux formes, une forme sur YouTube et une forme en podcast qui sortira prochainement. Pour vous faire un petit topo de ce qu'est ce format a pour but de recevoir des personnalités politiques d'Horizon dans les Hauts-de-France et d'échanger avec elles de manière détendue, de manière calme et de prendre le temps, contrairement à la plupart des interviews journalistiques, et d'échanger sur des sujets essentiels et surtout sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, le premier sujet sera sur la jeunesse, et rien de tel pour commencer ce format que de recevoir Jean Moulière, qui est député de la 6e circonscription du Nord, et qui a 30 ans, et qui justement va pouvoir échanger, partager un peu son ressenti et donner son avis sur l'engagement, comment redonner envie d'agir, comment peser réellement dans le débat public. Voilà, ce sera le premier épisode d'une longue série. On espère vous voir nombreux à la suivre. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut Jean. Salut Alexis, merci pour cette invitation et je suis heureux voilà, d'essuyer les plates pour ce premier podcast qu'on lance dans les Hauts-de-France et c'est une bonne chose et j'espère que ça permettra à plein de monde aussi de venir derrière témoigner un peu et surtout des jeunes parce que on a beaucoup de jeunes chez Horizon dans les Hauts-de-France. Tu es responsable du parti pour les Hauts-de-France et à travers ce podcast, le but, ça va être aussi de pousser les jeunes à s'engager. Et donc, voilà, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Bah, je suis ravi de t'accueillir. Effectivement, tu es le premier invité. Le but de ce podcast va être du coup effectivement de présenter des personnalités du parti dans la région, de présenter également, comme tu l'as dit, des jeunes. Je suis référent des jeunes pour les Hauts-de-France. Et le but est de pouvoir aussi discuter de manière très tranquille, que tu nous expliques finalement, que tu te présentes, parce que tu t'es pas encore présenté, que tu nous expliques un peu ton quotidien, ton parcours, comment t'en es arrivé là. Et puis voilà, on va interagir, potentiellement avoir des sujets de discussion, de débat. Donc voilà, peut-être je te laisse te présenter. Oui, alors Jean Moulière, député du Nord, de la 6e circonscription du Nord plus précisément. Donc c'est la Pévèle, pour ceux qui connaissent, qui est à 15-20 minutes de Lille. J'ai 46 communes dans ma circonscription. Il y a aussi une partie qui est située dans la métropole européenne de Lille et une autre grosse partie dans la Pévèle Carambeau. Donc j'ai 30 ans. C'est Euh, jeune. c'est jeune. Ouais, je sais pas si c'est jeune, hein, je commence à perdre mes cheveux, tu vois. Donc, C'est mais, la responsabilité, ça. non, 30 ans. Et moi, en fait, j'ai fait une formation plutôt de droit. J'ai une licence de droit que j'ai obtenue à l'université de Lille 2 à l'époque. Maintenant, c'est l'université de Lille. Et ensuite, j'ai bossé un peu, plutôt en politique, hein. J'ai été collaborateur d'élu au département du Nord pour le groupe de la majorité de la droite et du centre, Union pour le Nord. Et ensuite, j'ai travaillé plutôt pour la partie de l'exécutif et donc avec les vice-présidents et notamment Sébastien Seguin, qui était en charge du tourisme et des mobilités douces au département du Nord. Et parallèlement à ça, moi j'étais aussi, je suis élu depuis 2014, donc j'avais 20 ans à l'époque. C'était déjà Là très pour le jeune coup aussi. c'est jeune. Euh, et donc je suis conseiller municipal délégué à Templeuve-en-Pévèle, et où j'avais en charge la jeunesse sur le premier mandat. J'ai été réélu en 2020 et où j'ai eu en charge le numérique. Maintenant j'ai plus de délégation parce que avec le non-cumul, on ne peut pas cumuler une fonction parlementaire et, euh, et une fonction dans un exécutif local. On y reviendra peut-être parce que Tout à fait. c'est peut-être un peu aberrant. T'es conseiller délégué au numérique, je pense pas que ça va trop empiéter sur ton rôle de parlementaire, alors qu'aujourd'hui on peut être conseiller régional et parlementaire, conseiller départemental et parlementaire. On peut être maire et Premier ministre. Tout à fait. Donc, La jurisprudence est on y là. reviendra tout à l'heure, mais voilà pour un peu te donner un peu mon parcours et qui je suis et ce que je fais. Ça fait, avant de discuter de justement ta dernière actualité et le fait que tu sois député, finalement, du Nord, Templeuve, ça fait longtemps que tu y habites. Ça fait combien de Ouais, temps Est-ce moi que je c'est suis ta ville de un naissance? enfant de la PVL. Ok. Donc ça veut dire vraiment, alors mon père est né à Calais, donc il est venu s'installer dans la PVL par la suite, mais du côté de ma mère, on est d'Envelin, donc une commune juste à côté de Templeuve. Et j'ai vécu toute ma jeunesse dans la Pévèle, entre Envelin, Templeuve. J'ai aussi habité à Capelle en Pévèle. J'ai été à
l'école primaire à Temple-en-Pével, où c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je retrouve dans l'équipe municipale, il y a la première adjointe qui était mon institutrice Génial. en CE2, et donc qui m'a appris un peu finalement les bases. Et c'est marrant de la retrouver aujourd'hui en grandissant, quoi. Et puis voilà, je suis allé au collège à Pont-à-Marc, au lycée à la Charlotte-Parian à Genève, et dans les assos sportives aussi. T'es un enfant du village, quoi. Je suis un enfant de la PVL et donc toujours très impliqué. Templeuve, c'est un peu la ville-centre qui est chef-lieu de canton. Et Combien d'habitants à peu près? 6005. Ok. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité. Enfin, j'ai pas été. Pour revenir sur mon engagement politique, je me suis engagé en 2012 Ok. à la suite des présidentielles. Où j'avais pas fait la campagne des présidentielles, j'avais 18 ans. Ok. Et voilà, il y a François Hollande qui gagne, qui devient président de la République. Et je me dis, ouais, ça représente pas trop mes valeurs, Tu t'y retrouves plutôt pas. de droite à l'époque, qu'ils sont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je me dis, bon, bah, je vais m'engager. Je suivais un peu la campagne de loin, j'avais vu qu'il y avait des jeunes. Et donc je suis allé à l'UMP à l'époque, et c'est comme ça que j'ai démarré ce parcours politique où voilà, c'était intéressant. J'ai fait des riches rencontres avec des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et c'était le début d'un parcours très intéressant. Ok, c'est intéressant la notion d'amis parce que certaines personnes trouvent que la politique c'est quand même assez violent Ouais, et c'est assez Shark. hypocrite. Mais tu penses qu'on peut vraiment avoir de vrais amis en politique? Ouais, carrément. Ouais. Et ça en est la preuve. Moi, j'ai des amis de 10 ans, tu vois, maintenant, Ok. que je me suis fait grâce à la politique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certains qui ont continué leur voie à l'UMP puis chez les Républicains. Et moi, aujourd'hui, je suis chez Horizon, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis chez LR, au Parti Socialiste. Je pense que avoir des jeunes qui s'engagent, c'est déjà fort. Notamment aujourd'hui, on voit que l'engagement, alors en politique, c'est très compliqué, notamment chez les jeunes, mais l'engagement associatif et bénévole, c'est aussi un gros problème qu'on voit depuis le Covid notamment, où on a une société de plus en plus individualiste. Et donc voilà, quand il y a des jeunes qui s'engagent, et moi je faisais partie de ces jeunes qui s'engageaient, en fait on partage quand même un socle de valeurs assez communes, et ça peut permettre de créer cette amitié. Et moi j'ai des copains un peu partout aujourd'hui, sauf aux extrêmes. Et encore, j'ai des potes qui votent Mélenchon, et ça Certes. m'empêche pas de les voir et de boire des coups avec eux. Mais ça amène des fois des débats d'idées, quoi. C'est clair, moi c'est animé, mais c'est clair, c'est important Ouais. que les gens l'entendent parce que en fait les jeunes, ils sont pas forcément moins politisés que le reste de la population. On voit qu'ils ont souvent des idées vraiment qu'ils défendent beaucoup. Il y a des manifs, il y a du boycott, il y a différentes façons autres que le vote, mais on voit effectivement qu'au niveau de l'engagement politique, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours plus difficile parce que il y a un peu d'inquiétude, on ne sait pas trop comment ça va être interprété par l'entourage, etc. Donc c'est bien de montrer qu'effectivement, en fait, on peut se faire des potes dans la politique et on peut les garder après et ça devient des potes de la Ouais, vie, et quoi. puis pourquoi les jeunes et la politique c'est compliqué? Parce que je pense que quand on est jeune, on se cherche aussi, on cherche sa voie, on est dans ses études, etc. Mais aussi parce que les politiques parlent pas tant que ça aux jeunes finalement. Et on le voit que on parle beaucoup plus aux retraités qui vont d'ailleurs beaucoup plus voter, C'est ça. qui font partie de ceux de la population qui votent le plus, plutôt qu'aux jeunes qui sont ceux qui s'abstiennent le plus. Et donc là, il y a peut-être aussi un regard à amener extérieur en se disant c'est quand même pas normal d'avoir les jeunes qui représentent l'avenir pour notre société, où on voit qu'il y a un problème aussi, on y reviendra sûrement aussi, mais de démographie aujourd'hui. Et on a cet avenir qui est un peu... Voilà, on nous dit toujours, on parlait des retraites récemment, mais ah bah toi, de toute façon, tu n'auras pas de retraite, etc. Et Ouais. en fait, on dépeint une société, un paysage très pessimiste sur l'avenir, et donc c'est peut-être pour ça aussi que les jeunes ont du mal
à s'impliquer et à avoir des politiques qui leur parlent. Et aujourd'hui, moi, c'est un peu ça aussi que je veux changer, c'est ce regard sur les jeunes, et même au sein des collectivités, des municipalités. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'on fait énormément pour nos personnes âgées, et tant mieux, et il Il faut faut. continuer. Tu vois, tu as le repas des aînés, tu as le colis de Noël, tu as plein d'initiatives qui sont portées par des municipalités pour faire en sorte qu'il y ait un bien vieillir dans nos communes. Et sur les jeunes, alors il y a beaucoup qui est fait parce que les communes ont notamment la compétence des écoles. Oui, tout à fait. Et ça représente aussi un budget conséquent pour nos collectivités. Mais cet âge entre la sortie de l'école primaire et l'entrée dans la vie active, qui est quand même assez large, bah, voilà, je pense qu'on peut faire mieux, et c'est ce à quoi je vais essayer de m'employer durant ces prochaines années. Effectivement, parce que j'ai spoilé un peu tout à l'heure, mais donc tu es devenu il y a quelques mois député. Ouais. Tu es quand même jeune pour un député. La moyenne d'âge, je pense qu'elle n'est pas à 30 ans. Si on prend les 577. J'ai regardé la dernière fois, je suis 251e je suis 551e sur 577. Ah ouais. Donc il y a quand même des jeunes. Ouais. Peut-être du bloc central, je suis un des plus jeunes. Il y en a peut-être deux qui ont 29 ans, qui sont un peu plus jeunes que moi, mais encore. Et sinon, c'est plutôt Les extrêmes. RN et LFI. Ouais, ils arrivent à ont faire quelques émerger, eux, des jeunes, à faire élire des jeunes quand même. On en a certains en tête, mais c'est assez fou que ces partis-là arrivent à faire émerger des jeunes et on a l'impression que c'est plus difficile dans le bloc central du PS à LR, en fait, en passant par Horizon, etc., d'avoir des jeunes élus, députés. Toi, tu as... Ouais, mais parce que on leur donne pas assez leur chance. Et pourtant, nous, Alexis, on en connaît plein des jeunes qui s'engagent et qui le font pas forcément pour être élus d'ailleurs, Non. qui le font en parallèle de leurs études et qui sont heureux de s'engager et de défendre leurs valeurs finalement, mais qui le font pas pour être élus. Et pourtant, il en faut des élus et il faut qu'on puisse leur donner leur chance, il faut qu'on puisse les accompagner, les former aussi. C'est à ça que ça sert un parti politique, et c'est à ça qu'Horizon et notamment la branche des jeunes Horizon s'attelle. La dernière fois, j'animais une formation à Paris auprès des jeunes Horizon pour justement les pousser à s'engager, et notamment en vue des municipales de 2026. Et ça va vraiment être un truc à pousser. C'est vraiment sur l'engagement pour les municipales, de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui soient d'Horizon, mais qui soient aussi d'ailleurs, qui s'impliquent et qui s'engagent sur des listes municipales. Parce que moi, je trouve, pour être conseiller municipal depuis 10 ans, 11 ans maintenant, ça fait vieux, Coup dur. c'est le plus beau mandat en fait, parce que tu es en lien direct avec la population, et tu as vraiment le sentiment de changer la vie des gens. C'est un grand mot, mais en tout cas d'avoir une action positive sur leur vie, sur leur cadre de vie. Ils le voient concrètement, quoi. Et voilà, et c'est des décisions que tu prends au sein d'un conseil municipal qui se matérialisent très rapidement finalement. C'est pas à l'échelle de 5, 6, 7 ans, c'est dans l'année qui suit ou 2 ans après. Bon, bah voilà, tu as une médiathèque qui est construite. Nous, à Templeuve, on a fait un skatepark en lien avec les jeunes, qu'on a concerté, etc. Et t'es un peu plus dans la politique du concret. Oui. Et c'est bien d'avoir ça aussi. C'est moins dans les positions aussi. Voilà, c'est plus dans... Aujourd'hui, quand tu fais une liste au municipal, t'as pas que des gens qui pensent comme toi. Non. Tu panaches un peu, t'as des gens qui votent à gauche, t'as des gens qui votent à droite. Mais des gens qui sont pas encartés en fait, aussi. T'as des gens qui aiment leur ville, Ouais. qui aiment leur commune, qui ont le sens de l'intérêt général, et qui se rassemblent à un moment donné derrière souvent une personne qui est le maire ou la maire, et qui ont envie de bien faire, quoi. Et c'est ça aussi la force d'une municipalité. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts en tant que député? Déjà, comment tu l'as appris? Est-ce que tu t'y attendais? Comment tu as réagi un peu? Ouais. Et qu'est-ce que ça change concrètement à ton quotidien? Et qu'est-ce que c'est aussi le quotidien de député, même si je suppose que c'est pas quelque chose de linéaire, évidemment. Et comment tu vois, il y a plein de questions, on reviendra dessus, mais comment tu vois aussi le fait d'être un député jeune
à l'Assemblée, est-ce que ça a des avantages, des inconvénients? Est-ce que c'est peu importe l'âge, tu es député de toute manière? Voilà. Bah, déjà, en fait, on l'a même pas dit, mais moi, je suis pas devenu député. Enfin, je suis député depuis le 28 octobre, donc ça va faire ouais, 4 mois Ouais. bientôt. Et parce que j'étais suppléant depuis 2022 de Charlotte Parmentier-Lecoq, qui a été nommée dans le gouvernement Barnier ministre déléguée en charge du handicap, enfin des personnes en situation de handicap, et qui a été renommée dans le gouvernement Bayrou ministre délégué à l'autonomie et aux personnes en situation de handicap. Euh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé député. Elle a été nommée le 27 septembre 2024 et moi, il y a un délai d'un mois en fait. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je suis arrivé le 28 parce qu'en plus le 27, ça tombait un dimanche. Donc voilà. Puis tu as le temps de te préparer au moins en un mois? T'as le temps un peu de faire voilà, de cette préparation qui en fait, pour moi, ça coulait un peu de source parce que mon rôle de suppléant, je l'ai pris très à cœur Ouais. et j'étais très impliqué, notamment sur le terrain. On te voyait beaucoup, hein, dans Voilà, les événements. je me suis vraiment servi de ce rôle pour. Enfin, je l'ai fait à fond, alors que un suppléant, c'est souvent là pendant les élections et puis après, ça retombe un peu, Ouais. pas dans l'anonymat, mais un suppléant, souvent, c'est un maire, un élu. Voilà, et puis il retourne à ses fonctions et le député suppléant, finalement, c'est vraiment. T'es sur le banc de touche et tu rentres sur le terrain que quand le titulaire est appelé en équipe nationale, on va dire, au gouvernement. Et voilà. Mais moi, je m'en suis beaucoup servi. Ça m'a permis de faire de nombreuses rencontres, déjà de connaître tous les maires de ma circonscription, les élus aussi, c'est important, les présidents d'asso. Et en fait, quand je suis arrivé député, du coup, j'avais cette facilité à être Ouais. en contact avec tout le monde avait mon numéro. Voilà, c'est T'étais aussi plus identifié facile. déjà. J'ai pas sauté dans le grand bain comme ça sans avoir une petite bouée avec moi, quoi. Mais donc ouais, ça c'était cette période transitoire où bah, du coup j'ai dû quitter mon boulot aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi j'ai eu la chance que ça se fasse assez bien parce que mon patron, qui est un ami hein, d'ailleurs, Sébastien Seguin, a été très cool avec moi. Et puis il m'avait même dit bon, je te remplace pas, on attend de Au voir un cas peu ce où. que ça donne. Mais bon, il est heureux que ça puisse durer quand même et de voir ce que j'arrive à faire en tant que député. Et moi, je suis aussi fier de la confiance qu'il a pu m'apporter. Et donc voilà, tu as ce mois de transition où finalement la transition se fait bien parce que j'ai gardé les mêmes collabs Ok. que Charlotte avait. Donc j'en ai deux en circonscription, Guillaume et Hélène, et une à Paris, Anne-Florence. Et en fait, c'est le bon équilibre parce que la circonscription, c'est là où il te faut le plus de main-d'œuvre, entre guillemets, mais parce que c'est là où rentrent toutes les demandes. Et ce que je dis souvent, c'est que le député, c'est un peu le réseau de ceux qui n'en ont pas. Ok. Et donc, en fait, t'as des gens, t'as un peu leur dernier espoir. Ouais. Ils ont tout fait. Ils ont des problèmes avec l'administration, avec l'État, la préfecture, ou avec d'autres organismes. Hein. Souvent, par exemple, c'est des personnes aussi en situation de handicap, justement, avec la MDPH. Et donc, en fait, toi, tu arrives et tu essayes de mettre un peu d'huile dans les rouages. Euh, je leur dis aussi que souvent, j'ai pas de baguette magique. Hein. Je vais pas résoudre une situation qui demande, enfin, qui est bloquée depuis plusieurs mois, mais je peux intervenir pour faciliter les choses en tout cas. Ok. Ouais. Et donc c'est ce qu'on fait. Après, on a plein de demandes sur divers sujets. Hein. Et par exemple, quand on me demande de trouver un logement social, bon, C'est pas ta c'est compétence, compliqué, quoi. je le fais, mais pour des situations d'urgence. Oui. Ouais. Tu vois, une femme qui est violentée, par exemple, qui a des enfants, qui doit trouver un logement d'urgence, un cas de voilà, de divorce, un cas de relogement suite à de l'insalubrité ou je ne sais quoi. Voilà, dans une situation d'urgence, le député, c'est son rôle d'intervenir auprès des bailleurs sociaux pour trouver une solution. Mais des demandes de confort, je dis, c'est pas dans mes compétences. Et puis de toute façon, de toute manière, c'est plutôt les bailleurs sociaux qui gèrent ça, voire les mairies. Ouais. Mais voilà quoi. Ok. Euh,
Ah oui, il y avait une question, ouais, Ouais. est-ce que député jeune, ça change quelque chose ou pas? Ouais, député jeune, je sais pas si ça change quelque chose parce que moi je suis le Benjamin de mon groupe Horizon et Indépendant à l'Assemblée nationale à 30 ans. On est 33 aujourd'hui dans le groupe. J'ai pas l'impression d'être discriminé entre Ouais. guillemets parce que je suis jeune. Au contraire, il y a beaucoup de bienveillance et une volonté de me pousser à bien faire les choses et à réussir. Et donc, tu vois, quand je suis arrivé, c'était beaucoup de conseils, était vraiment pris par la main et on essaye de faire que tu réussisses au mieux ton rôle et ta fonction de parlementaire. Et après, je peux raconter peut-être la petite anecdote où quand tu découvres, quand tu arrives dans l'hémicycle, Ouais. c'est vraiment là où tu te rends compte aussi que tu deviens député et ça se matérialise comme ça. Et donc j'arrive donc le lundi 27, enfin non, le lundi 28 octobre. Et moi je suis arrivé en fait, on était en plein examen du budget. Ok, ouais. Donc là, pour le coup, c'est. Dans le grand bain direct. T'es dans le grand bain et c'est un peu les bébés nageurs, quoi. On te balance, on balance le bébé dans le grand bain et puis il doit On se voit débrouiller si. pour nager. Et moi, c'est un peu cette métaphore-là que j'ai à l'esprit sur cet examen du budget où t'arrives, il y a énormément d'acronymes, tu comprends pas tout, etc. Et petit à petit, en fait, à force. Maintenant, voilà, je m'y suis un peu plus familiarisé. Donc Et même si tu étais préparé à être député, parce que c'était un peu dans la suite logique des choses, tu dois quand même apprendre sur le tas quand tu arrives. ouais, bah en fait, Paris, c'est vraiment un autre truc. Même si tu as beau regarder, à LCP, suivre les médias, suivre LCP, suivre ce qui se passe sur les réseaux, etc., lire la presse, en fait, tu peux jamais vraiment te préparer à devenir député et en tout cas à siéger sur les bancs de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et donc, tu vois, avant d'arriver dans cet hémicycle, je tombe sur mon président de groupe à l'époque, Laurent Marcangeli, qui depuis est devenu ministre de la fonction publique et de la simplification, que tu as vu il y a quelques jours, d'ailleurs, à l'heure qui est où on venu dans la tourne, Circo le 17 il n'y a février. pas longtemps à Orchy pour, euh, pour parler accès des services publics en ruralité notamment. Et, euh, et donc il me dit, bah viens Jean, on va rentrer ensemble, etc. Je vais te montrer où est le groupe. Donc je le suis, c'était cool plutôt comme première fois de faire ça. Et donc on arrive en plein examen du budget. Je le suis, il montre où je suis assis, donc je m'assois. Là j'ai une collègue, Nathalie Collin, qui est juste à côté de moi. Et donc bah, en bon nordiste et convivial que je suis, hop, je lui fais une petite bise. Et là, bam, j'ai un huissier qui monte et qui vient me taper un peu sur les doigts en me disant, mais monsieur Moulière, on peut pas se faire la bise dans l'hémicycle, c'est interdit. Ah bon? Et donc, tu te dis, bon, bah, première arrivée, hop, déjà réprimandé. Il dit, non, mais vous pouvez pas le savoir. Et ce qui est bizarre, c'est que tu dis, alors on n'a pas le droit d'être civilisé, de se dire bonjour en se faisant la bise, mais par contre, s'invectiver et se crier des noms d'oiseaux et se balancer les pires insultes, là, ça c'est autorisé. Faire Enfin, caca bon, les pupitres, ouais, c'est un ouais. peu, voilà, c'est un peu le deux poids, deux mesures, mais bref, c'est le règlement et je savais pas. Et depuis, je ne fais plus la bise, mais tu as le droit de te serrer la main quand même. Bon. Donc t'arrives, tu t'assois, tu prends quand même 5 minutes pour dire ouais, bon, j'ai franchi le Rubicon, là je suis vraiment de l'autre côté de la barrière. Et puis tu reviens un peu à tes esprits et là tu te rends compte que finalement le député qui est en train de parler dans le micro, tu ne l'entends pas. Ah bon? Tellement tu as un brouhaha, en tout cas là c'était, je sais plus Ouais. sur quoi on était exactement, mais c'était un sujet assez chaud. Et donc tu avais vraiment une ambiance très volcanique où tu avais des députés qui s'invectivaient, etc. Et je te promets, je n'entendais pas l'orateur. Et c'est ça qui change aussi ta perception parce que quand tu es devant ta télé, au QAG, etc., t'entends qu'il peut y avoir parfois des moments assez chauds, mais finalement le micro il capte assez bien Ouais. la parole de l'orateur et chose qui est un peu différente dans l'hémicycle. J'avais vu une anecdote avec quelqu'un qui racontait que au moment des 49.3 de Borne, enfin de la première ministre Elisabeth Borne, il mettait des écouteurs pour entendre, il mettait les QAG en direct, enfin pas les QAG mais la séance en direct pour mieux entendre ce qu'elle disait, quoi. Ah ouais. Et voilà, c'est ça aussi le chaudron bouillant de l'hémicycle, et surtout dans la configuration actuelle, Oui. qui est un peu compliqué.
Mais voilà, ça, c'était un peu mes premiers pas et tu te dis, bon, ok, ça C'est va pas chouette. être simple. C'est clair. Tu viens d'en parler, la situation actuelle, bon, tout le monde, je pense, peu importe qui écoute ce podcast est au courant de ce qui se passe, avec le fait, bon, là, le budget est passé, mais on a le gouvernement Barnier qui est tombé, il y a pas de majorité claire, il y a des alliances un peu contre nature tout le temps, et surtout, il y a une instabilité, assez forte. Toi, tu le vis comment, du coup, en dehors, effectivement, du fait que c'est vraiment très compliqué à l'Assemblée, au niveau, juste de s'entendre et de signer des textes et cetera? Est-ce que tu ressens cette animosité, cette tension, et cetera, dans les couloirs de l'Assemblée, dans ton travail au quotidien, quand tu discutes avec les concitoyens de ta circo, et cetera? Ou alors il y a vraiment un décalage entre ce qui se passe à Paris et devant les caméras et ce qui se passe plutôt dans les coulisses et aussi sur le terrain? Il y a un décalage parce que finalement, dans les coulisses, euh, t'as- les gens sont quand même, ils savent se parler, ils peuvent se Ouais, dire bonjour, voilà. Il n'y a pas de. Enfin, si, des fois, ça peut être chaud. Et voilà, j'ai souvenir qu'il y a déjà eu des insultes ou autres, ou des invectives en dehors de l'hémicycle aussi. Mais généralement, c'est quand même assez républicain. ouais, Après, tu vas pas aller. Enfin, moi, je vais pas aller boire un coup avec le député RN ou la députée LFI, voilà, et se taper dans le dos, quoi. ouais. C'est pas possible. Par contre, il y a un travail qui se fait et de manière transpartisane, notamment avec les députés dits plutôt modérés, et ça va de la droite traditionnelle, enfin, la droite républicaine, jusqu'aux écologistes et au Parti socialiste. Et donc, tu as un travail de fond qui se fait ensemble, et notamment, ce qu'on voit finalement le plus, c'est l'hémicycle. Ce qu'on voit un peu moins, c'est les commissions. Et ce travail de commission, moi je suis en commission des lois. Commission des lois, c'est une commission qui travaille beaucoup parce qu'on a plus de 50% des textes examinés à l'Assemblée qui passent par cette commission, Ok. où en fait ça traite de tous les sujets liés à la sécurité, sécurité civile, à la justice, au droit constitutionnel, au droit électoral, à la fonction publique. Enfin, en vrai, C'est large. c'est très très large. Et c'est une commission hyper intéressante et enrichissante. Et c'est dans ces commissions où se fait plutôt le travail de fond, où on a des débats assez posés, où on s'écoute. Et bon, après, c'est comme tout, hein, ça dépend des sujets. Euh, et quand tu as un Hugo Bernalicis, par exemple, ça peut jamais être calme. Ouais, ok. Mais voilà, c'est le jeu, on va dire. Mais sinon, il y a quand même cette recherche de compromis que les Français nous ont demandé finalement. Parce Ouais. que quand tu vois, Le nombre de c'est groupes, voilà, les plusieurs partis, etc., tu te dis, tu es forcé à t'entendre. Et les Français t'ont demandé de t'entendre, puisque ils n'ont pas voulu une majorité à personne. Et donc, il faut que tu parles avec tout le monde pour essayer de faire passer des textes. Et je pense que le Premier ministre, enfin, les différents Premiers ministres qui se sont succédés depuis, que ce soit Michel Barnier ou François Bayrou, ont été en recherche de ce compromis. Ça a été compliqué pour Michel Barnier, qui a été censuré. Je pense encore que cette censure, elle est vraiment nulle, enfin, elle est même pas réfléchie de la part notamment des députés socialistes, ouais. qui n'ont même pas laissé sa chance à Michel Barnier, puisque déjà, a priori, ils l'ont censuré, sans même qu'il ait ouvert la bouche. Et ça, pour moi, c'était une bêtise. Ils ont peut-être compris leur erreur à la suite de cette censure, qu'on pouvait pas, c'était pas juste un petit coup de baguette et un petit coup d'effet politique, enfin voilà, un petit effet de manche. Non, ça a des conséquences sur les gens. Et je pense ils l'ont un peu remarqué quand ils sont revenus dans leur Ouais. circonscription. Et donc là, je suis heureux de voir qu'ils sont un peu revenus à la raison et qu'on a pu adopter ce budget. Et il était temps de l'adopter pour 2025. Euh, mais voilà, mais il faut continuer ce travail transpartisan. Et aujourd'hui, on vote beaucoup finalement. L'Assemblée, elle fonctionne. Tu as beaucoup de petites propositions de loi qui sont votées dans le cadre soit des niches parlementaires où c'est sur une journée, un groupe politique à la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Et donc, ça leur permet de passer des textes. Ça aussi, ça leur permet de mettre des marqueurs, Ouais. notamment idéologiques, hein, mais c'est une bonne chose.
Et donc, on passe des projets, on passe des propositions de loi quand même. Après, je pense que les 2 années qui vont en venir, Édouard Philippe l'a rappelé, mais on ne fera pas de réforme structurelle majeure, on ne fera pas de grands changements pour le pays parce que, en fait, c'est dans les faits. On a un hémicycle qui est composé de telle sorte que on a des gens qui arriveront jamais à s'entendre sur des grands changements de société. Oui, qui veulent pas tout ça. Et en parlant de ça, justement, tu dépeins un peu une espèce de déconnexion souvent entre ce que les électeurs attendent et ce que les députés font, en tout cas de ce qui se passe à l'Assemblée, une partie. Tu penses que le fait d'avoir séparé mandat local et mandat national, d'avoir interdit le cumul, ça a joué là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, vu que tu as un peu les deux casquettes? Que tu Ouais, as eu, en tout cas, les deux casquettes? moi, je trouve. Après, tu vois, et typiquement, on parlait la- des jeunes qui ne se sentaient pas concernés Ouais. par la politique ou alors qui s'y intéressaient pas. Quand leur parler de cumul, pour moi, c'est complètement. Oui. C'est pas le sujet. Mais moi, je trouve que ça a été une bêtise de supprimer ce cumul des mandats parce que on avait des députés. Alors, ça ne veut pas dire que aujourd'hui, parce que tu n'es pas député maire, tu n'es pas ancré dans ta circonscription, etc. Mais je trouve que ça donnait aussi un respect assez différent de l'élu local, enfin de l'élu local et de l'élu national aussi, en l'occurrence le député, parce que tu avais des grands-maires, par exemple des Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, des Alain Juppé, maire de Bordeaux, etc., qui avaient une voix à l'Assemblée, et quand ils parlaient à l'Assemblée, tu les écoutais, tu les respectais. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de députés qui ont été élus sans avoir eu ce parcours un peu classique d'être conseiller municipal, adjoint, maire, conseiller départemental, régional, puis député. Et je pense que ça a été bénéfique parce que ça a permis un renouvellement aussi des générations. Ouais, la société civile Ça aussi, a qui... rajeuni. Il y a eu beaucoup plus de féminisation aussi, et ça c'est ultra important aujourd'hui en politique. On n'a pas assez de femmes, et il faut le rappeler. Et Horizon aussi en fait un combat parce qu'on Tout à fait. on veut nous aussi permettre à des femmes de s'engager et d'obtenir des hautes responsabilités. Et donc il faut continuer là-dessus. Mais on a perdu sur voilà, l'ancrage et l'écoute des habitants, je pense. Et demain, pour moi, il faudra revenir là-dessus. Ok. Et puis, pourquoi permettre d'être conseiller régional et parlementaire ou conseiller départemental et parlementaire et pas adjoint d'une commune de moins de 10 000 habitants? Enfin, euh, pour moi, on peut faire les deux et ça a du sens d'ailleurs de faire les deux. Euh, et voilà, sur le cumul, ce que je peux te dire. Mais Ok. enfin, c'est un sujet important et qui est porté notamment par François Bayrou, qui est revenu aussi lui-même. Il a cheminé hein, là-dessus. Mais il faut pouvoir, je pense, être maire et député, c'est une bonne chose. Ok. Moi, c'est clair. Ouais. Pour revenir sur les jeunes et la politique, quand on regarde un peu les enquêtes d'opinion, les résultats des votes, etc., en majorité, les jeunes ne votent pas. Et quand ils votent à majorité pour le RN et LFI. Ouais. Pour toi, pourquoi déjà, enfin d'où ça vient, sans faire une analyse un peu sociologique et historique de pourquoi les jeunes votent plus, et pourquoi ces partis-là arrivent à capter autant de votes de jeunes, alors que les partis plus traditionnels, on dirait, ont plus de mal, alors qu'on voit par exemple, pour un peu prêcher pour notre paroisse, mais chez Horizon, de plus en plus de jeunes, ils sont Ouais. hyper investis, ils ont des responsabilités, on découvre des talents, on les forme, comme tu disais au début. Qu'est-ce qui fait qu'on finalement on n'arrive pas pour l'instant à transformer l'essai en termes de voix, et pourquoi les partis extrémistes arrivent eux à capitaliser là-dessus? Déjà, je pense que quand tu es jeune, ouais, puis on est jeunes tous les deux, hein, mais t'aspires un peu à un idéal assez. Voilà, voter à l'extrême gauche, c'est parce que tu as l'impression que voilà, il faut aller plus dans les politiques sociales, prendre aux riches pour donner aux pauvres, rééquilibrer les choses. Et puis c'est un peu les lendemains qui chantent, le côté communiste, etc. On voit qu'elle est fiche chez les jeunes, c'est plutôt dans les endroits, dans les métropoles. Oui. Dans la ruralité, c'est plutôt le RN. Donc là aussi, il y a une fragmentation.
On voit dans Ouais. les facs, hein, les facs, LFI est extrêmement puissant, énormément de jeunes qui sont pro LFI dans les facs, c'est assez hallucinant, quoi. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a cette volonté de changement, de casser un Oui, peu, oui, de oui. révolution, voilà. Et au contraire, ceux qui votent RN, euh, je pense qu'ils ont une vision de l'avenir un peu plus pessimiste. Souvent d'ailleurs, c'est un peu moins d'étudiants, c'est plutôt des jeunes qui sont déjà dans le monde du travail et qui sont confrontés finalement à la réalité et à la dure loi de la vie de tous les jours, quoi, de quotidien, payer ses charges, payer son loyer, Avoir un euh, enfant, des fois, ça, et qui se retrouvent dans jeune. les propositions du RN, alors que pour moi, ce ne sont pas les bonnes propositions. Ce ne sont pas leurs propositions qui vont résoudre, qui vont apporter des solutions aux problèmes que ces jeunes rencontrent, et notamment dans le monde du travail. Et après, il y a la troisième chose, c'est la communication. Je pense que les partis du bloc central, traditionnel, etc., on n'est pas bon en fait. Des fois, on prend des bonnes décisions et on n'arrive pas à l'expliquer. Euh, alors que LFI et RN sont très très forts sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ils ont pris ce virage avec des courtes vidéos. Après, c'est toujours plus facile aussi d'être dans Oui, des propositions clivantes comme ça, d'être dans l'opposition systématique. En fait, forcément, c'est ça qui fait aussi le buzz, etc. Mais ils ont montré, on voit la popularité d'un Bardella chez les jeunes ou d'un Mélenchon, Louis Boyard et compagnie. En fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas réussi à prendre ce virage de la communication et c'est ce qui pêche un peu. ouais. Parce que quand tu regardes, et moi je les vois dans l'hémicycle, euh, les députés LFI ou les députés RN, à tour de rôle, ils se prennent la parole pour répéter la même chose, mais vraiment pour répéter la même chose, sauf que ça leur permet de faire leur petite vidéo de 1 à 2 minutes qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, ça leur fait leur capsule. Ils sont insolents, ils sont méprisants et ils t'envoient des conneries à la figure. Mais voilà, c'est ce qui va faire le buzz aujourd'hui. Et c'est un peu ça ce qui est désolant aussi aujourd'hui à Ouais. l'Assemblée nationale, c'est cette recherche permanente du buzz et dont les députés insoumis sont devenus professionnels en la matière, quoi. C'est clair. La petite phrase, le petit mot, la Mais pour punchline. revenir sur les jeunes, euh, je pense que c'est ça, il faut répondre à leurs attentes et à leurs questionnements et leurs problématiques du quotidien. Et il faut savoir aussi les toucher. Parce qu'aujourd'hui, ils lisent pas forcément la presse traditionnelle, ils regardent plus la télé. C'est d'autres moyens aujourd'hui de communication et il faut aller les chercher plutôt sur ce biais-là pour leur dire, mais regardez, nous, ce qu'on propose, c'est aussi ça va vous aider, quoi, et ça va vous aider concrètement. Et d'ailleurs, on a déjà mis aussi en place des choses qui vous aident au quotidien et vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est grâce à nous, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. faut être meilleur là-dessus, quoi. Ouais, il y a une difficulté de justifier un peu l'action et de la mettre en valeur, quoi, finalement. Mais Ouais, il y a aussi un peu, je trouve, une caricature qui se fait souvent, c'est-à-dire que quand on parle des jeunes, on va leur parler que de sujets de jeunes, et en plus, on va les caricaturer encore plus, caricaturer encore mais plus. voilà, c'est clair. C'est-à-dire que quand tu es jeune, on va te parler de légalisation du cannabis et réforme des bourses, alors Ouais, que potentiellement, tu as envie de parler de salaire, tu as envie de parler d'énergie, tu as envie de parler de c'est transition clair. écologique, de retraite même, en vrai, parce que comme tu disais, le système par répartition, il est en grande difficulté. Et du coup, voilà, c'est pouvoir aussi intégrer les jeunes dans des sujets qui sont pas caricaturaux et qui sont pas identifiés jeunes, un peu, C'est clair. c'est rigolo et on fait des débats de temps en temps dessus. Mais ouais, il faut arrêter de cantonner les jeunes aux questions de jeunes. Ouais, vraiment. En fait, pourquoi le jeune, et d'ailleurs le jeune, bon, ça, je sais pas, Oui, ça va pas comme terme, mais pourquoi Alexis, il n'aurait pas des idées sur, comme tu dis, sur l'économie, sur même la fonction publique, sur l'école, sur les retraites, sur l'industrie, sur enfin, sur l'international, la géopolitique, et pourquoi on pourrait pas l'écouter? En fait, c'est pas parce que tu es jeune que tu as une expertise sur forcément le monde universitaire, alors que, comme je te disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont pas étudiants en fait, et c'est qui clair. travaillent. Il y a aussi ce raccourci-là, jeune étudiant, alors Non, mais que voilà, enfin, c'est pas du tout la majorité. et il faut parler à tout le monde, et il faut pas parler qu'aux jeunes qui ont le bac et qui font des études supérieures. Il faut parler aux jeunes qui sont
en CAP, en BEP, qui sont en apprentissage aussi, formidable. Et tu vois, typiquement pour Ouais. l'apprentissage, on n'a jamais autant fait que depuis 2017, avec notamment et quand Édouard Philippe était Premier ministre. On a libéré l'apprentissage et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, quand tu es jeune, que tu veux trouver un job, de te former et de trouver un métier stable derrière qui t'assure des revenus, etc. Enfin, l'apprentissage, c'est vraiment génial et il faut continuer à aller là-dessus, quoi. C'est gagnant-gagnant parce que c'est gagnant pour les jeunes, c'est gagnant pour l'économie en général, c'est gagnant pour l'entreprise qui va prendre le jeune en apprentissage parce que ça fait moins de formation à la fin C'est clair. pour prendre. C'est C'est clair. l'école, et puis c'est l'école, voilà, c'est pas de la formation théorique, Oui, etc. C'est du concret. ouais, Tout ce qui est concret, ça va dans le bon sens, quoi. c'est clair. T'es député du coup Horizon. Pourquoi Horizon en vrai? Pourquoi Horizon? Bah, pour Édouard Philippe, hein, bien sûr. Ça, c'est la personnalité d'Édouard qui m'a poussé aussi à aller le soutenir, mais aussi ses idées, son positionnement aussi, plutôt de centre droit, ses valeurs. Et moi, j'ai suivi Édouard. J'étais le 9 octobre 2021 au Havre quand il a lancé le parti Horizon. Et en fait, mais dans son premier discours de construction, de fondation, son discours fondateur de ce parti Horizon, je trouve qu'il avait coché toutes les cases sur notamment les vertiges du monde, le vertige démographique, le vertige technologique, géopolitique Écologique. et écologique. Et en fait, cette idée de dire il faut voir loin pour faire bien, mais je me retrouve à 100% là-dedans. Moi, j'en ai marre de faire de la politique court-termiste. De dire ah, il y a un problème, donc il faut une solution tout de suite dans les 3 mois, et en fait, on fait mal les choses. Et à chaque fait divers, trouver un truc. Ouais. En fait, ça va pas. Il faut revenir sur le temps des grandes réformes. Et c'était un peu dans l'idée, c'est un peu ce qu'a fait Charles de Gaulle, Pompidou, etc. sur des grands projets de réindustrialisation, sur le nucléaire notamment. Il faut voir loin et voir loin, ça demande de faire un programme qui, pour pas avoir des résultats, pour avoir des résultats concrets aussi à court terme, mais dire où est-ce qu'on va en 2050 par exemple, où est-ce qu'on sera et s'y préparer. Et par exemple, le réchauffement climatique, c'est ce qu'avait fait Christophe Béchu quand il était ministre de la Transition écologique, c'est de dire bah, en fait, il faut dès maintenant se préparer au réchauffement climatique, plus 1, plus 2 degrés, quelles conséquences ça a pour notre vie de tous les jours. Et c'est maintenant que ça se travaille, c'est pas quand on sera au pied du mur. C'est ça. C'est un peu ça qui m'a fait aussi adhérer chez Horizon. C'est vraiment cette vision d'Edouard. Et après aussi la manière dont il a gouverné. Il a été Premier ministre assez exceptionnel pendant 3 ans. Il a fait baisser le chômage, il a fait des réformes sur l'apprentissage, il a fait baisser la dette. Il a réduit le déficit. Aujourd'hui, c'est quand même C'est un sport olympique. un vrai sujet. Et il a bien géré la crise du Covid. Enfin, j'aimais bien sa métaphore de dire je conduisais le bus et t'avais un mec derrière qui me disait ah bah pourquoi tu prends pas à droite, l'autre qui disait pourquoi tu prends pas à gauche, l'autre qui disait bah va tout droit. Et toi, t'essayes d'écouter un peu tout le monde et de faire au mieux pour pas que le bus il tombe dans le ravin, quoi. Et je pense qu'il a eu cette franchise aussi, notamment de dire les choses quand il savait pas. Oui. Dire bah écoutez, mais en fait moi, on me demande un truc, je suis comme vous, je sais pas, on avance. Et cette franchise, elle a été appréciée aussi des gens, je pense aujourd'hui. C'est ce qui peut expliquer cette forte popularité dans l'opinion publique. Édouard Philippe, c'est quelqu'un de franc, qui fait des actions concrètes et qui a une vision à long terme pour le pays, pour les Français. Et c'est pour ça que je me suis engagé chez Horizon. C'est clair que quand il avait, je crois que c'était chez Bourdin en plus, quand il avait dit justement je sais pas, il avait répondu je sais pas à une question, il y avait vraiment un truc de waouh, c'est un des premiers à le dire depuis des dizaines d'années, c'est pas normal en plus. Et je pense que ça contribue forcément, comme tu l'as dit, à sa popularité et aussi à la crise de confiance de l'autre côté. C'est quand toujours trouver une réponse, toujours potentiellement de la langue de bois, etc. Ça joue pas en faveur des politiques et de la politique, d'autant plus que la politique, c'est pas juste un hobby entre nous. Voilà, on aime bien discuter de choses importantes, etc. C'est
faire des choses qui vont impacter directement les gens. Non, c'est clair. Donc, il faut absolument retrouver cette confiance-là. D'autant plus qu'il a aussi innové dans le sens où, traditionnellement, les partis dits de droite, l'écologie, c'était pas incroyable. C'était pas un truc voilà, qui était très intéressant, à part dire le nucléaire, le nucléaire. Et que ce soit dans son discours fondateur ou dans Impression et nucléaire, le livre qu'il a écrit, il en parle direct de l'écologie. Ouais. Nous, on est impacté ici dans le Nord par Ouais, dans le le réchauffement Pas-de-Calais aussi, climatique. Dans le notamment avec Pas-de-Calais aussi. les crues de l'année dernière. Sur le sujet de l'écologie, c'est, il doit être dans chaque parti. Ouais. C'est pas un sujet qui doit être accaparé par un seul parti. Ça n'a aucun sens. Pourquoi nous, on ne serait pas écologiste? Moi, je suis écologiste, hein, toi, tu l'es aussi. Mais je pense que sur l'écologie, on peut se retrouver. Après, par contre, sur le programme économique ou social, bon, bah là, il y a des différences. Moi, je suis d'une génération qui a, et de la tienne aussi, qui est une génération, et justement, c'est là-dessus aussi où les jeunes s'engagent, Ouais. sur la transition écologique. Mais nous, on a bien compris ce sujet-là, et on l'a bien en tête. Et dans tout ce qu'on sera décidé à mettre enfin, dans tout ce qu'on mettra en œuvre dans l'avenir, dans notre décision politique, etc., on l'aura toujours en tête. Et ce sera fait de telle sorte que ça ait le moins d'impact possible sur la planète. Et on fera tout pour essayer de réduire ce réchauffement climatique, ce dérèglement climatique qui entraîne des effets dévastateurs dans notre quotidien. Et on le voit, mais tous les jours. Ouais. Tous les jours, on le voit, que ce soit avec les incendies, que ce soit avec les crues. Et plus on va avancer, plus ce mur écologique, on va le prendre en pleine face. Et aujourd'hui, il faut prendre des décisions. C'est ce qui avait été d'ailleurs porté dans la loi climat et résilience dans le gouvernement d'Édouard Philippe, justement, de dire il y a une mesure qui est assez contestée, notamment par les élus locaux, et je suis bien placé pour le savoir, mais c'est le zéro artificialisation nette. C'est ZAN. le ZAN. Il y a beaucoup d'acronymes aussi. Ouais. Dans la politique, ça, En je 3 me bats mots, ouais, aussi le pour ZAN, qu'on dise pas trop les acronymes. Mais, Ouais. et c'est dire, on arrête de grignoter de la surface sur les terres agricoles pour construire, pour urbaniser, et on va plutôt mettre nos efforts sur les friches et les zones qui sont déjà densément peuplées. Et donc on va densifier l'urbanisation plutôt que s'étendre indéfiniment sur nos terres agricoles, quoi. Et ça va dans le bon sens. Parce que tu vois que les eaux de pluie, notamment, elles ont du mal maintenant à s'écouler, etc. C'est ça aussi qui amène des phénomènes d'inondation. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Mais après, dans la pratique, c'est très compliqué à mettre en place quand même. Et on s'arrache parfois les cheveux avec... parfois, ça peut paraître du bon sens, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, quoi. C'est clair. Puis il y a aussi différentes écologies, comme tu l'as dit, parce qu'il y en a d'un côté qui vont prôner la décroissance, moins d'industrie, etc. Et de l'autre côté, il y a l'écologie comme a fait Édouard Philippe ou comme il le prône, c'est-à-dire construire des usines de batteries dans le Nord pour les voitures électriques qui vont nous permettre de faire ça. Il y a une annonce de projet de data center, là aussi dans le Nord également, à Cambrai. Très gros sujet aussi, l'intelligence artificielle. Ouais, ça va être costaud. Lié à Et l'écologie, Edouard en en plus. avait parlé dans son discours fondateur sur le vertige technologique, avec une poussée de l'IA et comment tu dis aujourd'hui, dans le monde du travail, en fait, tout va être repensé. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière, mais l'IA, elle va servir à accompagner finalement les travailleurs, elle va accompagner, elle va faciliter notre quotidien. Donc il ne faut pas en avoir peur, et il faut être leader en Europe là-dessus. Il ne faut pas laisser passer les trains passés. On est trop passé à côté de changements de société. Donc là, c'est bien d'être un peu aux avant-postes là-dessus, d'investir aussi. Et c'est bien que les Hauts-de-France puissent en profiter, puisque, comme tu l'as dit, on a la vallée de la batterie électrique. Et demain, on aura la vallée des centres de données, des data centers. Et c'est ultra important d'être à la pointe sur ces sujets-là, qui seront demain notre quotidien. C'est clair. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu as un dernier mot à passer, un message peut-être d'espoir ou d'engagement, notamment pour les jeunes? Vas-y, tu as une tribune libre. Dernier tu mot, peux y aller. je vais regarder la caméra. Vas-y. Non, mais dire à ceux qui nous écoutent
Et si vous êtes jeune notamment, et jeune, pas trop de limites, mais on va dire, voilà, en dessous de 35 ans, c'est la limite chez les jeunes Horizons. C'est ça, 35 ans c'est Marine qui compris. dit ça. Mais n'hésitez pas à passer la porte de votre mairie pour essayer de rencontrer votre maire, par exemple, si vous voulez vous engager. On va arriver sur les élections municipales et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de s'engager, il ne faut pas se dire est-ce que je serai à la hauteur, etc. En fait, on apprend sur le tas et juste le fait de vouloir donner de son temps pour les autres, pour le service de l'intérêt général, c'est déjà une bonne chose. Et après, il suffit de garder voilà, l'intérêt général, le bon sens, et ça ira tout seul et vous serez accompagné dans tous les cas. Et moi, vous dire que ma porte sera toujours ouverte et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou autres pour qu'on puisse en discuter et que je puisse vous donner aussi des clés de comment on s'engage et de vous aider aussi à vous implanter dans votre commune. Mais surtout, aussi, il y a des gens comme Alexis, comme Anthony Cléton aussi pour les Hauts-de-France, mais qui font un travail de formation. Je pense aussi à Pierre-François Lazzaro, adjoint à Roubaix, de formation des jeunes au sein d'Horizon pour qu'ils puissent s'engager dans les municipales de 2026. Et donc, voilà, vous dire aux jeunes, engagez-vous pour l'intérêt général. Pour Édouard Philippe, si vous possible. Le souhaitez, notre porte est grande ouverte. Mais voilà, on aidera les jeunes à s'engager au municipal de 2026. Rien à rajouter. Merci beaucoup, Jean. Merci, Alexis. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. C'est le premier épisode de, je l'espère, une longue série. On va essayer de recevoir le maximum de personnalités politiques d'horizon ici, locales ou même nationales, pour pouvoir échanger sur des sujets aussi concrets que ça et de manière un peu plus détendue qu'une interview classique un peu journalistique. Donc vous avez compris, les jeunes, engagez-vous, franchement, venez dans n'importe quel parti politique, mais si possible chez Horizon. Il y a beaucoup à faire, on a besoin de vous, et si vous vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.